Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un colis spécial, enfin plutôt deux en réalité, et il s'agit très exceptionnellement de pièces de serveur en fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agit pas vraiment de serveurs entiers, même s'il y en a un qui est presque entier, qui fonctionne, et nous allons voir ça à la fin de la vidéo, mais en premier lieu, il s'agit dans cette boîte, voilà, deux pièces de serveur qui, voilà quoi, c'est pas complet et tout, mais il y a plein de trucs intéressants à dire dessus. Pour information, si c'est pas complet, c'est tout simplement parce que la machine pesait à peu près l'équivalent de 3 hommes morts, donc non, c'est pas la peine d'essayer. J'ai demandé à la personne en question, vu qu'elle habitait en région parisienne, d'aller chercher le reste, mais malheureusement il ne l'a pu. Et si j'avais su, j'aurais été le chercher directement en entier. Parce que même les pièces qu'il m'a envoyées, il y en a pour un poids assez phénoménal, et vous allez voir ça tout de suite. Donc, on va ouvrir cette boîte tout de suite. Alors c'est moi qui l'ai mis dans cette boîte, à l'origine c'était pas exactement disposé de cette façon-là. Donc, première chose à voir... Alors il s'agit du contrôleur SCSI, SCSI, donc le contrôleur qui permet de pouvoir brancher les disques durs dessus. Alors ça c'est celui-là de base, c'est celui-là qui est donné avec la machine, car bien entendu on peut en ajouter autant qu'on veut. Alors là-dedans c'est assez amusant parce que vous allez voir par exemple une puce de chez IBM ici, attendez, voilà, une puce de chez IBM, une puce de chez AMD, une puce de chez Compaq ici, et c'est fait en plusieurs PCB. Nous avons ici le PCB qui permet d'adapter un port SCSI en interne, sinon il n'y a que des ports externes ici, et donc on est obligé d'ajouter ce petit PCB par-dessus. Ensuite, il y a un deuxième truc qui se branche par-dessus, c'est cette chose-là, et cette chose-là, c'est de la RAM, ainsi que la mémoire, qu'est-ce que je raconte, je veux dire, le truc pour faire le backup de la mémoire. Donc hop, pour pouvoir l'ouvrir, vous avez des petits taquets que vous pouvez donc tourner comme ça, pouf. On peut faire pareil avec celui-là, mais on va enlever seulement cette plaque-là pour l'instant, la plaque avec les batteries. Donc, une fois qu'on a enlevé ce petit taquet, vous voyez qu'on peut bouger cette partie-là. Ensuite, il y a aussi cette partie qui peut s'enlever. Donc pour l'enlever, il faut, je ne sais plus exactement comment c'est foutu, mais enfin, il y a un truc, il y a une sorte de pivot central. Et si je me souviens bien, j'avais déjà réussi à l'enlever, hein, donc bon, vous inquiétez pas, c'est pas bien difficile. Voilà, j'ai compris comment ça marche. En réalité, il suffit juste d'utiliser la flexion, comme ça, là, pour pouvoir libérer la grosse prise qui se trouve en dessous, et ensuite, ça se barre. Donc hop, voilà, vous avez une grosse prise ici, vous avez un composant Compaq ici, parce que c'est un ordinateur de chez Compaq, hein, c'est un serveur Compaq, de la grande époque où Compaq était une grande entreprise indépendante d'HP, hein, d'ailleurs. Donc voilà à quoi ressemble maintenant la petite plaque avec les piles de backup qui permettent donc de garder la mémoire cache fraîche pendant que nous n'avons pas assez d'électricité parce qu'il y a une coupure pour faire fonctionner les disques durs. Donc voilà, ça permet de pas avoir de corruption de données tout simplement, hein, parce que c'est un serveur, donc du coup il y a vraiment besoin de faire attention à ça. Et surtout ça c'est une carte contrôleur pour les disques durs qui doit faire très certainement aussi le RAID. Donc du coup c'est d'autant plus important d'avoir ce genre de truc en fait. Alors ce serveur est sur plein de cartes, donc voici maintenant un deuxième contrôleur SCSI, celui qui était donné avec l'ordinateur, mais là c'est le principal. Vous pouvez voir que vous avez deux ports SCSI ici, plus ici derrière d'autres ports, donc SCSI, port parallèle, port série, port écran, et les deux ports donc PS2 pour clavier et souris. Donc ça en fait c'est juste la moitié de la carte mère, sauf qu'elle se branche sur un port spécial propriétaire qui donc se met sur une carte principale. Donc c'est assez spécial comme truc. Alors vous pouvez voir que là vous avez donc un Super I/O, c'est-à-dire en fait une sorte de compagnon du Southbridge. Ici vous avez le Southbridge, ici vous avez le composant graphique, c'est-à-dire la carte graphique est intégrée à l'intérieur de ce truc-là. La carte graphique intégrée, c'est pas une carte graphique dans le chipset Intel, c'est un composant 3DFX, c'est une Reg 2C, c'est un très vieux truc de chez ATI. Qui gère donc le graphisme, enfin la partie graphique. Ensuite un composant NEC que je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais bon ça doit être évident. Et un composant de chez LSI, donc ça doit être ce qui gère les ports donc SCSI qui se trouvent ici. Donc vous avez aussi un backup lithium ici pour très certainement le BIOS, parce que nous avons la puce EEPROM à cet endroit-là. Enfin bref, vous voyez que c'est très spécial de la façon que c'est fait. Excusez la luminosité un peu bizarre, mais malheureusement j'ai pas pu faire autrement. Donc bon là vous avez donc très certainement un
des petits ports pour pouvoir rajouter quelques trucs. Alors ah oui, bon bah alors là c'est le bouton power. Et là, il y a marqué fan, donc je suppose que c'est une alimentation spéciale qui ensuite va se diviser sur tous les ventilateurs de la machine. Là, il y a de quoi mettre un port série supplémentaire, et là, ce truc que je pensais être un truc de disquette, il y a marqué LCD dessus, donc bon, aucune idée si c'est vraiment pour un LCD, mais très certainement. Donc bon, je sais pas exactement à quoi il se... Ah si, je sais à quoi il sert. Vous allez voir ça un tout petit peu plus tard. Je sais ce qui se branche là-dessus. Malgré tout, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de contrôleur IDE ni de contrôleur pour lecteur de disquette sur cette carte. Ça doit être sur une autre carte. Donc ensuite, dans le même principe de la carte mère en plusieurs modules, nous avons le module RAM. Alors là, vous êtes très certainement en train de vous dire, bon sang, ça c'est de la RAM quoi. Regardez le nombre de barrettes quoi. Alors nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 barrettes de RAM, et des barrettes de RAM qui, comme vous pouvez le voir, sont très 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 grosses. Ça c'est la largeur d'une barrette de RAM classique. Hein, ça, à peu près là, voilà, c'est difficile à montrer. Bon voilà, et il y a des petites couettes sur les côtés qui vont par-dessus les petits taquets pour pouvoir les coincer. Donc en gros, c'est des barrettes de RAM avec plus de puces. C'est des barrettes de type ECC, tout ça, resistor et tout le bazar. Ça se voit avec ce petit composant supplémentaire qu'il n'y a normalement pas sur une barrette de RAM. Alors je n'arrive pas à me souvenir combien de mégaoctets font chacune des barrettes de RAM, mais il me semble que c'est 8 mégaoctets ou 16, alors du coup, même avec toutes ces barrettes, ça fait pas tant que ça, parce que c'est un très très vieux serveur en fait, hein, c'est vraiment pas du matériel récent du tout. Vous allez voir ça tout simplement aux processeurs qui vont venir bientôt. Et voici les processeurs, il s'agit de Pentium 3 Xeon, et oui, Pentium 3 Xeon, parce que contrairement à maintenant, on dit pas juste Xeon tout court. À l'époque, on disait Xeon tout court parce que, bien entendu, les Xeon étaient tout simplement des Pentium 3 qui étaient mieux testés avec quelques légères améliorations pour faire en sorte que ça tienne un peu mieux l'utilisation en tant que serveur. C'est toujours exactement pareil aujourd'hui, même c'est encore pire de nos jours. Il y a beaucoup de Xeon qui sont à 100% identiques, les mêmes que les Core i5 et les Core i7. Malgré tout, maintenant, il s'appelle juste Xeon pour essayer de noyer un peu le poisson, on va dire. Mais voilà, à l'époque, c'était bien clairement dit, c'était des Pentium 3 Xeon, des Pentium 2 Xeon, et pas comme depuis quelques temps, c'est-à-dire des Pentium 4 Xeon, des Core 2 Duo Xeon, sauf qu'en réalité, on vous dit juste Xeon. Donc voilà, nous en avons 2, et non, surprise, nous en avons 4. 4 Pentium 3 Xeon, c'était un serveur quad CPU. 4 CPU, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'un quad-core, mais à l'époque où aucun processeur avait plusieurs cœurs dans la même machine. C'est juste incroyable. Vous voyez un petit peu le niveau du truc. Alors, toutes ces cartes, vous avez vu qu'ils ont un système de branchement, vous savez, on les clipse et puis ensuite on les visse. Pour les processeurs, c'est pareil, vous avez ces deux couettes ici, et en gros, on le clipse, on met les couettes et ensuite on visse la grosse vis comme ça, pour ensuite que ça tienne en place et que ça reste coincé comme ça. Vous voyez que il y a une vis comme ça qui sort du radiateur de l'autre côté pour pouvoir bien le coincer en place, et logiquement ça bouge plus. Bon, c'est vraiment très conceptuel et tout ça, bien rustique, bien solide. Enfin bon, c'est du matériel de serveur. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, eh bien c'est au moins 1000 fois plus solide que n'importe quel truc haut de gamme pour particulier. C'est robuste, les boîtiers sont extrêmement lourds. Enfin bon, c'est pas du tout la même chose quoi. Et un truc assez intéressant que vous allez voir tout de suite, c'est que associé à chaque processeur se trouve cette petite carte. Qu'est-ce que c'est que cette petite carte? C'est tout simplement une carte VRM. Chaque processeur a ses VRM interchangeables. En cas de panne, vous pouvez changer les VRM, ou en cas de processeur qui consomme beaucoup plus d'électricité et qui donc a besoin d'un changement de VRM pour quelque chose qui est plus adapté, eh bien vous pouvez changer les VRM. Ça rend les machines beaucoup plus évolutives, en tout cas à l'époque. Vous voyez d'ailleurs que j'ai plusieurs générations de VRM, vous voyez que ces deux-là sont différents, vous voyez, bon, c'est pas du tout la même position et tout ça, etc. À savoir que cet ordinateur a peut-être commencé en version Pentium 2 et s'est terminé en version Pentium 3. C'est
fort possible qu'il ait connu toute cette évolution. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu le truc, c'est vraiment pas du tout comme les machines actuelles. Maintenant, si vous pétez un VRM sur une carte mère d'ordinateur normal, et même sur certains serveurs maintenant, même s'il existe toujours des VRM en cartouche, hein, très souvent, dans ce genre de machine, des petites cartouches comme ça, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus compact, et hop, ça se met à côté du processeur. Et donc oui, donc ce que je disais, c'est que maintenant, changer la carte mère, même autrefois d'ailleurs, hein, sur les trucs pour particuliers, est quelque chose d'indispensable si on pète juste un VRM. Là, en l'occurrence, si on en pète un pour un processeur, les 3 autres peuvent continuer à tourner, et il suffit bien entendu de changer cette carte, et on peut à nouveau réutiliser les 4. Alors maintenant, on tombe très certainement sur du matériel qui n'était pas forcément donné directement avec la machine. Donc vous avez les cartes réseau optiques, vous voyez, avec une entrée et une sortie optique, qui est marqué RxTX, et cette espèce de partie optique ici d'ailleurs peut se changer, on peut l'enlever et en mettre une autre si la petite partie diode optique et tout ça ici est grillée et que tout le reste continue de fonctionner. C'est assez marrant comme à quel point ce serveur est modulaire. Vous avez vu que la carte qui fait donc SCSI et tout ça est modulaire, la carte mère elle-même est modulaire, on n'a pas la carte mère principale malheureusement, les VRM sont modulaires, tout est très très modulaire. Ensuite, vous avez la même carte une deuxième fois, et ensuite vous avez une troisième carte, sûrement un peu plus récente, parce qu'elle utilise le PCI grand format, c'est-à-dire le PCI 64 bits, et celle-là est aussi modulaire, vous allez voir, et elle a donc de l'Ethernet, du vrai Ethernet classique comme on en voit très très souvent, hein, bien entendu, 2 ports Ethernet, hein, voilà, qui sont avec chacun leur nom d'ailleurs, il y a marqué 1, 2, 3, 4, et le 3, 4, ici, c'est de l'optique, comme pour les autres cartes, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est modulaire, je vais le répéter encore une autre fois, mais surtout, je vais vous montrer comment c'est modulaire. Regardez, vous allez voir, c'est particulièrement sympathique. C'est vraiment très très sympathique à voir. Vous déboîtez ici, vous voyez, les ports qui se trouvent là. Puis ensuite, vous arrivez à déboîter cette petite cheville en plastique qui se trouve ici, qui devrait être relativement facile à déboîter, comme ça, en appuyant, tac, allez hop, on rentre par le trou, allez, hop. Et vous allez voir le petit truc magique, vous voyez cette languette de métal, vous voyez ce trou ici, plop, et voilà. Carte réseau tout à fait normale, sans l'optique. C'est assez amusant à voir, c'est la petite partie modulaire qui est, en plus d'être modulaire, totalement, voilà, on va dire, elle fait le job pour cacher en fait le petit trou qu'il y aurait sinon. C'est une carte graphique, c'est une carte réseau Intel, vous voyez ça aux 3 composants Intel qu'il y a dessus, sûrement un pour gérer 2 ports et un pour en gérer 2 autres, et ça pour pouvoir commuter les deux et les envoyer vers le port PCI. Vous avez de quoi mettre une EEPROM ici pour gérer le boot réseau. Donc voilà, bon, en gros c'est très très complet ce truc. Et maintenant, vous vous rappelez peut-être du fameux port disquette dont je vous avais parlé, qui n'est pas un port disquette. En réalité, il sert à ceci. Ceci, c'est tout simplement une sorte de petit truc pour pouvoir contrôler l'activité du serveur directement à partir de sa façade, sans brancher d'écran ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils appelaient ça display en fait. Ça voulait pas dire écran, ça voulait dire juste ce petit machin, comme ça, voilà, avec un bouton échappe, un bouton entrée, un bouton haut et bas, pour pouvoir choisir à l'intérieur du menu quelque chose. Par exemple, tac tac tac, reboot, entrée, hop, il reboot, ce genre de conneries. Et voilà, bon, et puis échappe pour passer d'un menu à l'autre, parce qu'il doit y avoir des menus, des sous-menus et toutes sortes de trucs. Je sais pas du tout sur quel système d'exploitation ce petit écran est disponible, mais c'est très certainement avec le système d'exploitation qui était donné avec, hein, bien entendu. Bon voilà, et puis la façade du truc, c'était clipsé en façade, hein, tout simplement, et c'est marrant qu'il m'ait donné ça avec. Et ensuite, donc, quelques petits trucs qu'il m'a donné avec, donc c'est, bah, tout simplement un port, oui, enfin, une nappe IDE, bon, classique, mais surtout, une nappe de type SCSI. Vous voyez un petit peu le truc, c'est l'inverse d'une nappe IDE. Vous voyez, les pins sont sur la nappe et non pas sur la carte mère elle-même, comme ça l'est avec le port IDE. Alors, pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que si on casse une broche, eh bien, on a tout simplement besoin uniquement de changer le câble. Alors que sur l'IDE, si on casse une broche, eh bien, on a un port sur la carte mère qui ne marche plus. Donc, oui, on voit déjà tout de suite que le SCSI est mieux conçu, et il a été conçu, bien sûr, pour tout ce qui est usine, entreprise, machin chouette, patati patata. Bon, vous voyez un petit peu le topo. Alors, dans ce même colis venaient des trucs qui n'ont rien à voir avec les serveurs. Nous avons une lampe de vidéoprojecteur et un vidéoprojecteur de chez BenQ
qui a sûrement un problème de lampe, je ne sais pas, et peut-être irréparable, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une lampe qui a l'air en état de marche d'ailleurs, soit dit en passant, si on regarde comment elle est faite dedans, même si je ne peux pas du tout en être certain. Et voilà, un vidéoprojecteur qui a clairement déjà été ouvert pour la trappe de la lampe, ça se voit un peu à la vis, un petit peu abîmé, donc du coup il a sûrement essayé de le remplacer, et au final ça n'a rien changé du tout. Et un truc qui est marrant, je viens de voir, regardez le capot de voilà, vous voyez de la lentille, vous voyez, ouvert, pof, fermé, hop, ça a été fermé quand il faisait très 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 chaud au niveau de la lampe, parce que vous voyez une petite déformation du plastique, ça a fondu. Et enfin, dans un sachet plastique refermable, nous avons quelques petites pièces, notamment des trucs qu'on a déjà vus, cette chose-là qui est une carte graphique amovible pour ordinateur portable. C'est pas forcément si rare, mais bon, c'est pas très très fréquent non plus. Une deuxième, très certainement deux qui sont en panne d'ailleurs. Un convertisseur pour le parallèle ATA vers du serial ATA. Ça peut toujours être pratique, surtout s'il marche, bien sûr. Alors nous avons un 486 avec les broches un petit peu tordues, mais rien d'irréparable. Un Intel 486 SX. Si je me rappelle bien, le SX, c'est celui qui est bas de gamme. C'est-à-dire celui qui n'a pas la FPU, c'est-à-dire qui peut pas calculer les nombres à virgule. Alors du coup, il est beaucoup plus lent. C'est pas bien grave du tout, de toute façon, parce que c'est des machines où à l'époque la FPU était utilisée que par un programme sur 1000. Donc c'est juste une question d'évolutivité, à moins qu'on ait envie d'utiliser des vieux jeux et tout ça. Et logiquement, la FPU sera de toute façon jamais utilisée. Une carte graphique dont je ne connais absolument pas le bon fonctionnement ou pas, une GeForce GT 320 1 Go de RAM DDR3, donc voilà, un truc assez ancien, assez bas de gamme, mais qui peut très très bien faire l'affaire si ça marche encore, même si je ne pense pas. La petite télécommande du truc, je crois, attendez, c'est pas marqué BenQ. Oh non, si ça se trouve, ça vient d'autres choses, genre par exemple un truc vidéo, genre un truc TNT no name, je sais pas. Enfin, peu importe. Une carte réseau Wi-Fi, enfin une carte Wi-Fi quoi, interne d'ordinateur portable, et une deuxième. Très souvent le problème avec ces trucs là, c'est qu'ils sont associés à un seul ordinateur et impossible de les faire fonctionner ailleurs. Ensuite, nous avons un Pentium M 2,2 GHz, FSB 800, 2 mégaoctets de cache, un très bon processeur d'ordinateur portable qui était très très populaire à l'époque des Pentium 4, étant donné que les Pentium 4 étaient très 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 mauvais. Donc ensuite deux condensateurs de chez Sanyo, assez anciens et dont je ne connais absolument pas le bon fonctionnement ou pas. Et ensuite nous avons une petite lettre qui nous dit de qui ça vient. Donc tiens, avec une carte de visite visiblement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais vous montrer ça. D'ailleurs en parlant de ça, il en a carrément mis deux, donc ça c'est bien pratique, il en a mis deux. Donc hop, je pousse ça là, tac, comme ça, voilà. Donc maintenant je vais zoomer un peu dessus. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans la lettre? Bonjour Fabien, je t'envoie enfin le fameux colis de fan, j'espère que ce qu'il contient te fera plaisir. Il y a dans cette boîte quelques restes d'un serveur qui avait lâché il y a peu de temps, blablabla. C'est ce qu'on vient de voir, de toute façon, il n'y avait plus de système d'exploitation, dit-il. Et ensuite, je te laisse découvrir les autres objets, et surtout, il y a les photos, quelques petites photos de ce à quoi ressemblait le serveur quand il était monté. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà un peu le truc, vous pouvez voir la façade du serveur, avec le fait que l'on puisse mettre genre 8 disques durs, non pas 8, 16 disques durs, j'en sais rien, attendez, je vais compter, 12 disques durs, voilà le nombre que l'on peut mettre là-dedans, qui se mettent en façade et tout ça, et je viens de me rappeler que j'ai encore les disques durs, j'ai oublié en fait, c'est parce que je les avais mis ailleurs, parce que sinon ils auraient écrasé tous les composants, donc vous voyez aussi un petit peu comment c'est mis en interne, avec les glissières pour mettre les différents composants, etc., avec, ah oui, la double alime, ce genre de truc, enfin, c'est-à-dire, voilà, vous voyez un petit peu le truc, enfin bon bref, c'est vraiment du gros machin, il était sur roulette en plus pour pouvoir réussir à le déplacer, c'est vraiment tout un truc. Donc voici ce qu'il manquait, il manquait les racks disques durs. Donc voilà à quoi ressemble un disque dur d'ordinateur pour... Hop, je dézoome encore un peu. C'est pour ça que j'ai cet angle un peu bizarre aujourd'hui, c'est parce que ce sont vraiment des très gros trucs. Donc voilà un disque dur, donc il est à l'intérieur de son rack, c'est-à-dire cette espèce de truc à glissière pour pouvoir le brancher dessus. Il utilise ce genre de prise, qui est en gros une prise rack pour donc les disques durs SCSI, qui s'appelle aussi la SCA1 il me semble.
Donc ce type de prise, ce sont des prises auto-configurées en fait pour le SCSI, c'est-à-dire qu'en fin de compte le problème avec le SCSI, et je vais pas arrêter de le dire, c'est que normalement il y a plein de jumpers, de petits machins à déplacer. Vous savez, des jumpers, c'est des petits trucs, des cavaliers, des trucs qu'on doit enlever d'un picot et le mettre sur le picot d'à côté pour choisir la configuration suivant un petit tableau qui est dans la notice. C'est extrêmement casse-pied à faire, et surtout, ça n'est pas du tout adapté au fait de pouvoir changer un disque dur et tout ça. Alors ce qui se passe avec ça, c'est que cette prise, elle regroupe l'alimentation, le port SCSI et la configuration, tous dans le même port. Parce qu'en réalité, c'est le port dans lequel on le met qui configure le fait que ce soit le port 1, 2, 3 ou 4 par exemple, et non pas des petites broches à pouvoir déplacer sur le truc. Donc c'est beaucoup plus pratique. Alors le truc, quand on veut le mettre, c'est que donc, on a cette espèce de poignée, ça va être très difficile à vous montrer, hop, vous avez cette espèce de poignée ici, on le met dedans, et ensuite on clipse, et hop, c'est coincé dedans, et le disque dur démarre. Donc, le truc aussi, c'est qu'il y a ce petit bouton là, qui fait venir la poignée, et quand on tire sur la poignée, ça le tire du truc, ça le désembroche, quoi, ça le décoince. Et bien entendu, hein, attention, le disque dur est chaud, enfin ce genre de truc. Enfin bon, il y a plein de petites indications dessus. On peut voir que ce sont des disques durs de chez Compaq, mais en réalité pas du tout, ce sont des disques durs de chez Seagate. Bien entendu, Compaq n'a jamais fabriqué de disques durs, il les certifie, c'est tout, hein, voilà. Donc, bah voilà, on a fait le tour de tout ce serveur. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'autre serveur, qui lui, bien entendu, je pourrais le faire fonctionner sans aucun problème. Alors ça ne se voit pas vraiment, mais nous sommes passés au deuxième serveur, je vous jure, parce que avant de vous montrer le serveur lui-même, tout le reste est monté, je dois vous montrer ceci. Ceci, c'est une carte contrôleur SCSI, avec RAM amovible bien sûr, là comme d'habitude, pouf, vous pouvez enlever une barrette de RAM qui se trouve ici, pour pouvoir, tac, voilà, changer la RAM, en mettre plus, en mettre moins, faire ce que vous voulez. Bien entendu, là aussi, c'est amovible la partie, comment on peut dire ça, backup, c'est-à-dire la partie batterie qui se trouve là, hop, voilà, qui est elle aussi amovible, encore une fois, comme je le disais. Elle fait 2 ports SCSI par carte, et dans cette machine, il y en a 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 ports SCSI mis sur des ports PCI 64 bits, c'est-à-dire ces fameux gros ports PCI supplémentaires avec ce truc-là en plus, quoi, cette petite partie supplémentaire. Normalement, il y a que cette partie-là. Hop, voilà. Et donc ce truc-là, c'est très bien et tout, etc., etc. Bon, je sais pas trop quoi vous dire de spécial, à part qu'on en a déjà vu un il y a quelque temps. C'est-à-dire, vous savez, un truc IBM et tout. Sauf que lui, il est standard, alors que celui d'IBM, il y a besoin de tout son logiciel bizarre et tout pour le configurer, le faire fonctionner, et patati et patata. Celui-là est totalement standard, ainsi que le deuxième. Les deux sont exactement identiques. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 ports PCI 64 bits, si on met les deux, un dans chaque port PCI 64 bits, le truc c'est que les 2 cartes peuvent communiquer entre elles. Les 2 cartes RAID peuvent communiquer entre elles, et donc augmenter, entre guillemets, le débit. C'est-à-dire, au lieu de brancher 2 nappes sur la même carte, on branche une nappe par carte, et on peut faire comme ça un RAID 5 avec plus de débit. Enfin bon, voilà, en gros, c'était un serveur, lui aussi un Pentium 3 d'ailleurs, mais un Pentium 3 pas cartouche, un Pentium 3 socket, un bi-Pentium 3, il y en a 2, il n'y en a pas 4, hein, comme l'autre, hein, bien entendu. Au niveau des performances, les 2 serveurs doivent être à peu près identiques. Donc, sauf que lui est un peu plus moderne au niveau de la connectique et tout le bazar, plus de RAM, ce genre de choses. Donc bref, qu'est-ce que je pourrais dire de plus à propos de cette carte ? Ah oui, tiens, cette petite couette, cette petite poignée. Cette poignée, en fait, c'est juste pour le mettre dans une raille, pour pas que vous savez, un petit peu comme les cartes graphiques de maintenant, elles sont super longues et super lourdes. Eh bien, sur les serveurs, ils ont pensé à ça, pour pas que ça penche un petit peu sur le côté, comme ça, que ça penche un petit peu parce que la gravité fait que ça pousse, alors que c'est moins lourd qu'une carte graphique, en plus. Mais bon, il n'y a pas tout le métal pour retenir la carte graphique, hein. Les cartes graphiques, ça pose pas de problème, parce que normalement, tout le bloc métallique qu'il y a par-dessus retient le PCB, quoi. Mais là, il y a rien, donc du coup, ils ont mis cette petite raille en plastique. En plus, ce guide, il aide beaucoup à faire en sorte de pouvoir bien viser le bon port PCI quand on le met dedans. Donc, bon voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. Maintenant, on va voir le serveur lui-même, et on va essayer de le faire démarrer aussi avec ses fameux disques durs, avec ses ventilateurs, avec son bruit, avec tout ce que vous voulez. Enfin bref, on se retrouve juste après. Bon, et bien nous voilà devant le serveur en question, et il s'agit d'une machine de chez NEC. Alors elle est pas complète, hein, comme je vous l'ai dit, encore une fois, il manque quelques trucs, notamment la façade, et la partie rack
rack disque dur a été complètement bidouillé. En réalité, à l'origine, il y avait un système qui utilise cette prise ici, hop, une petite prise spéciale qui se branche sur l'intégralité du rack, c'est-à-dire en gros cette prise fait tous les disques durs, et les disques durs se glissaient les uns dans les autres comme ça. Et ensuite on mettait une nappe comme ça, une nappe SCSI, une nappe SCSI quoi, et on la branchait sur tout le rack en lui-même d'un coup. Donc du coup, bah il n'y avait pas besoin de bricoler et tout. En fait, ce PC a été bidouillé a priori pour pouvoir utiliser des disques durs SCSI 68 pins au lieu des 80 pins standard, enfin le système rack quoi, le système que je vous ai montré avant. Donc bon bah voilà, hein, c'est juste une petite modification qui a été faite, qui est très très bidouillée hein, bien sûr. Ensuite un truc que j'ai enlevé, c'est le ventilateur supplémentaire. Ce ventilateur là qui est bon bah juste un troisième ventilateur de boîtier, hein. Nous en avons un là et un là. Et un truc qui est amusant, vous avez vu, il n'y a pas de ventirad, il y a juste deux radiateurs, un sur chaque processeur, un sur chaque Pentium 3, et là nous avons de quoi mettre 4 barrettes si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, on voyait bien l'intégralité des ports, nous pouvons mettre que 4 barrettes maximum, ce qui n'est pas très grand pour un serveur, hein, bien entendu. Donc c'est pas le gros truc qu'on a vu avant, hein, c'est pas un méga gros serveur de ouf, ça c'est juste un serveur sympa, quoi, ça s'arrête là. Après, les performances doivent être à peu près similaires sur les deux trucs, parce que celui-là est quand même relativement plus récent, même beaucoup plus récent en fait. C'est pas sûr, hein, peut-être que celui-là est un petit peu moins bon, en fin de compte, bon, c'est vraiment très léger, quoi. Mais en tout cas, celui-là a le mérite d'être complet. Et donc, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à montrer de spécial, hein. Vous pouvez voir l'alimentation. Je vais vous montrer, bien entendu, les autres faces de la machine. Qu'est-ce qu'on peut dire de spécial? L'alimentation comprend pas beaucoup de prises, en fait. Nous avons que 2 prises Molex, a priori. Enfin, non, il y en a peut-être un petit peu plus. Enfin, bon, bref, il y a des prises Molex et tout ça, mais elles sont faites, normalement, pour les lecteurs CD, ce genre de choses, lecteur CD, lecteur disquette, ce genre de trucs, lecteur zip, lecteur de bande magnétique, mais pas pour les disques durs. Comme je vous l'ai dit, pour les disques durs, normalement c'est cette prise spéciale qui est faite juste pour ça et qui normalement relie tout d'un coup, donc c'est bien pratique si ça marche. Alors si vous regardez bien ici, vous avez le Northbridge, qui est d'une marque que je n'ai pas recherché, je sais pas du tout ce que c'est. A priori c'est pas du Intel, ou alors j'en sais aucune idée. En tout cas c'est un truc qu'on trouve que sur les cartes mères serveurs, à ce que j'ai pu voir jusque là. Il y a du SCSI intégré, il y a du Parallel ATA. Vous pouvez voir le Parallel ATA et le port pour lecteur de disquette ici, et un petit peu en dessous ici vous pouvez voir le début du port SCSI, on va dire intégré à la carte mère, à savoir que bien entendu on peut utiliser une carte RAID comme c'est fait actuellement. Et le système graphique intégré, vous allez pas le voir, mais c'est exactement le même que dans la première partie de vidéo, c'est-à-dire en gros c'est une ATI Reg 2 et tout ça, enfin un truc vraiment très basique, un truc qui n'était plus du tout utilisé depuis je sais pas combien de temps sur les PC pour particuliers en fait, mais qui a toujours, parce que c'est très standard, été utilisé sur les serveurs pour une sortie vidéo, on va dire un petit peu bidouillée quoi, juste pour avoir un écran témoin, ce genre de truc. Alors du coup, bon, visiblement ATI les recyclait pour ça, c'était un petit peu leur truc quoi. Vous pouvez voir les câbles ici qui sont pas du tout standards, hein, par-ci par-là. Enfin bon, il y a plein de trucs très propriétaires là-dedans. Ces câbles sont ceux qui vont vers la façade, bien entendu. Alors un truc que vous voyez vraiment très mal, mais que vous allez voir quand même un petit peu, c'est le truc dont je vous parlais, les fameux VRM en cartouche. Alors je vais essayer de vous les sortir. Voilà, là il s'agit donc d'une petite plaque comme ça, avec les condensateurs, tout ce qui est important en fait, voilà, c'est tout simplement les VRM en cartouche. Malgré tout, j'ai l'impression que dans ce modèle-là, nous n'avons pas l'intégralité du truc, il y a juste les composants qui pourraient vraiment risquer quelque chose avec l'usure, etc. Malgré tout, c'est des très bons composants, je vois mince, c'est quelle marque déjà? Panasonic ici, et ici, je ne sais pas ce que c'est, je vais vérifier. C'est du Nippon Chemicon, donc en gros que des très bons composants. Bon, en même temps ça paraît logique, c'est du matériel qui est fait pour durer très longtemps. En plus de ça, c'est directement du japonais et tout ça, et c'est fait par NEC, donc ça paraît logique. Alors voici l'arrière de la machine, en tout cas ce qui est intéressant à l'arrière de la machine, parce que sinon en dessous vous avez juste, vous savez, les fameuses grilles pour mettre les ports, enfin les trucs en PCI, voilà, bon, les ports externes à rajouter, il y a rien de très intéressant. Là vous avez bien sûr les ports standards, hein, PS2, port écran, Ethernet, ce genre de trucs, tout ce qui est intégré directement dans la carte mère, un port USB ici, il y a 2 ports USB d'ailleurs sur cette machine, seulement 2, hein, bien sûr, c'était plus ou moins les débuts de l'USB, mais surtout vous avez un truc très intéressant, ici vous voyez 2 poignées,
là. Alors, contrairement à beaucoup de ces machines, c'est-à-dire, ça s'appelle les alimentations redondantes, ça. En fait, vous avez deux alimentations, si une grille, eh ben, la deuxième continue de fonctionner, et ça fonctionnera sans aucun problème. Sauf que, vous voyez qu'ici, vous avez qu'une seule prise d'alimentation, parce que c'est pas 100% redondant dans celle-là. Habituellement, vous avez deux alimentations complètes dans ces machines. Deux alimentations complètes, avec deux ports et tout ça, et ça fait en sorte que si c'est le câble qui est foutu, ou la prise qui est mal branchée, eh ben, ça pose pas de problème. Mais là, par contre, eh bien, voilà, il y a une partie qui n'est pas totalement redondante, et c'est un peu dommage, même si ça change pas grand-chose, hein. Et donc, pour enlever ça, c'est très très simple. Vous dévissez ça, voilà, une fois que c'est dévissé, ça se voit tout de suite, il y a un ressort, la vis tient au bout du truc, hein, c'est voilà, c'est standard, c'est pratique. Et ensuite, ici, vous avez un petit taquet, vous appuyez dessus, vous tirez dessus, et hop, vous virez la moitié de l'alimentation. Alors vous avez un gros port ici, là, une grosse prise, avec des pistes extrêmement épaisses, hein, pour faire passer bien entendu le 12 volts, le 5 volts, 3,3 volts, ce genre de truc. Et ensuite, à l'intérieur, ici, vous voyez que vous avez vraiment l'intégralité d'une alimentation, presque l'intégralité d'une alimentation là-dedans. Et la deuxième est exactement identique, et vous pouvez bien sûr changer l'alimentation, changer une des deux alimentations, en plein milieu du fonctionnement de la machine, hein. Vous n'avez pas besoin d'éteindre la machine, une alimentation à griller, vous avez juste à éteindre l'alimentation en question, celle qui a eu un problème avec le petit bouton qui se trouve là, et ensuite, vous l'enlevez, vous en mettez une autre, et c'est bon, c'est vraiment très très simple comme ça, et puis vous revissez bien sûr, hein, pour pas que ça bouge, et c'est parti, ensuite vous rallumez l'alimentation. Bon, là les deux sont allumés, je vais d'ailleurs mettre les deux en éteint, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois allumé. Alors c'est parti pour brancher ça, donc hop, comme ceci, bon, bien sûr, hein. Et là le truc qui est marrant, c'est que avant même que les deux blocs d'alimentation soient allumés, vous voyez ils sont éteints, hein, il y a une petite LED dessus pour montrer ça, eh bien vous entendez la ventilation de l'alimentation. L'alimentation ventile en permanence. Du moment qu'elle est branchée, elle ventile, même quand elle est éteinte, hein, encore une fois, même quand les deux blocs là sont éteints. Donc c'est assez amusant, on sent l'air passer, tout, c'est impossible à éteindre complètement sans débrancher en fait cette machine. C'est bon, c'est spécial. Donc voilà, vous allumez ça, vous allumez ensuite la deuxième, voilà, et bon bah maintenant il n'y a plus qu'à allumer tout simplement l'ordinateur lui-même. Alors vous avez un bouton power, hein, comme tout le monde. Voilà, et vous voyez que les deux alimentations sont allumées. Alors, vous entendez très certainement le bruit épouvantable que fait cette machine, je suis pas très... Ouais, je suis pas totalement sûr que ça s'entende vraiment à ce point. Et là, vous avez la ventilation des blocs d'alimentation qui, bien entendu, a augmenté. Mais il y a un truc très particulier avec ça, c'est que si vous éteignez un des blocs d'alimentation, bien sûr ça reste allumé, hein, comme je vous l'ai dit, mais ça a augmenté la vitesse de ventilation du bloc d'alimentation, parce que ça ventile, en fait il y en a un qui fournit le double en fin de compte. C'est deux alimentations de, je crois, 250 watts, un truc comme ça. Donc du coup, bien entendu, ça chauffe moins. Mais quand il y en a qu'un seul des deux qui fonctionne, bah lui il est obligé de donner le plein potentiel, quoi. Donc voilà, hop, on rallume l'autre. Et ça baisse la ventilation du bloc d'alimentation, et c'est pareil, on peut éteindre les deux, au moins on peut vérifier que les deux blocs fonctionnent parfaitement bien, si l'ordinateur bien entendu n'a pas planté quand vous avez fait ça. Alors voilà à quoi ressemble cet ordinateur de face. Alors comme je vous l'ai dit, il y a de grandes chances... Non, c'est pas il y a de grandes chances, c'est... vous ne voyez pas vraiment à quoi pouvait ressembler cet ordinateur quand il avait vraiment la façade complète, parce que comme vous pouvez le constater, il en manque franchement un énorme bout. En fait, il manque la porte qui se met dessus, c'est tout aussi simple que ça, il manque la façade, tout bêtement. Et vous pouvez voir les disques durs en dessous. Alors les disques durs, c'est assez spécial de la manière que c'est fait, parce qu'il y a plein de nappes et tout ça, et vous voyez un Terminator qui traîne, alors c'est un truc pour terminer en fait le câble, parce que c'est du SCSI, donc il faut qu'il y ait un truc au bout du câble pour dire « Non, il n'y a pas d'autre disque dur à l'autre bout, c'est bon, t'es arrivé à la fin du câble », c'est comme ça que ça fonctionne en fait, ce genre de truc. C'est fait pour faire rebondir le signal en fait. C'est assez... bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le SCSI, c'est spécial. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, d'ailleurs, pour vous expliquer comment ça fonctionne en détail, mais là, on n'est pas encore là-dessus, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, d'ailleurs? Oui, bah voilà, vous avez vu que j'ai mis toute une ribambelle de disques durs dedans. Tous ces disques durs sont en RAID 0, il me semble, pour avoir une bonne vitesse. Bon, voilà, bon, sinon, c'est pas du tout fait pour ça. Normalement, on est censé faire du RAID 5 ou du RAID 1 sur ce genre de machine, enfin, c'est normal, quoi, c'est des machines, c'est fait pour essayer d'avoir de la fiabilité, c'est pas fait pour avoir de la vitesse, hein. Même si ça peut arriver, hein, on peut mettre du RAID 0 sur un machin et faire en sorte que deux serveurs se clonent l'un l'autre, donc du coup, bon, ça changerait pas grand chose. Vous avez tous les voyants sur le devant, je sais pas si vous les voyez bien avec la lumière qu'il y a et ce genre de choses, mais vous avez le bouton power et plein de voyants.
Ces voyants, en gros, correspondent au disque dur interne, au disque dur mis sur la carte RAID, l'allumage, bien entendu, ce genre de choses. Bon, c'est très classique. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez un voyant témoin qui est séparé pour le SCSI que pour le reste des disques durs, en fait. Enfin, les lecteurs CD, ce genre de truc. C'est assez bizarre d'avoir séparé les deux, pourquoi pas en même temps. Et vous voyez que le haut est vide, parce que bon, normalement on pourrait mettre des lecteurs CD, des trucs comme ça, mais enfin voilà, lecteur de bande magnétique, mais là il n'y a pas. Alors avec cet angle, vous voyez très certainement l'alimentation, avec ces deux gros ventilateurs ici. Voilà, c'est tout simplement la grosse ventilation qu'il y a là-dessus. Les processeurs sont donc refroidis uniquement par le flux d'air qui est fait entre les ventilateurs de boîtier, qui souffle un max, comme vous pouvez peut-être l'entendre, enfin si j'ai réussi à augmenter le volume suffisamment pour qu'on puisse entendre ça, à savoir qu'en plus il manque un ventilateur, parce que si je mets le troisième, alors là on s'entend juste plus. Donc voilà, ce genre de machine fait beaucoup de bruit bien sûr. Et maintenant, de nos jours, c'est beaucoup mieux thermorégulé, ça peut faire pas de bruit du tout, mais à l'époque, c'était vraiment... Bon là, c'est un peu thermorégulé malgré tout, ça m'a étonné, mais c'est un peu thermorégulé sur cette machine. Mais les ventilateurs, même quand ils sont au minimum, comme maintenant, font un bruit épouvantable. À savoir que les disques durs font pas beaucoup mieux d'ailleurs, parce que les disques durs de cette époque-là faisaient à peu près le même bruit qu'une scie circulaire, en moins fort bien sûr, mais à peu près quoi. Si vous avez jamais connu cette époque-là, ça vous surprend sûrement, parce que si je bloque les ventilateurs, ou si je les débranche, vous entendrez très certainement uniquement les disques durs. Ouais, mais de toute façon non, c'est même pas la peine que je fasse ça. Il faut que vous regardiez par exemple la vidéo sur le disque dur le plus bruyant du monde, que j'ai fait il y a quelques temps, et vous vous rendrez compte un petit peu du niveau de bruit que pouvaient faire ces disques durs là. Même si celui-là était très exceptionnel, les autres faisaient un niveau de bruit qui était un peu meilleur quand même, mais voilà, c'était le même type quoi, c'était assez... C'est juste que l'autre il faisait le même bruit mais en vibrant, ce qui était encore pire. Bon, et bien c'est parti pour allumer cet ordinateur, tout de suite, en voyant ce que ça affiche sur l'écran. Alors, à savoir que le problème, c'est que ça va pas booter jusqu'au bout, parce que ma télé est très casse-pied avec ça, elle n'accepte que certaines résolutions, et donc du coup, quand ça arrive sur le système d'exploitation, ça voudra pas. Donc voilà, c'est en train de s'allumer. Et après le bruit du démarrage habituel, vous allez voir, voilà. Donc ça fait 2 Pentium 3 1 GHz, alors 1B, ça veut très certainement dire que c'est la deuxième version du Pentium 3 1 GHz, je sais pas si ça veut dire qu'il s'agit de tualatin ou de trucs comme ça. Alors nous avons 1 gigaoctet de RAM, en 2 barrettes de 512, comme vous l'avez vu, donc cet ordinateur peut très certainement monter jusqu'à 4 gigaoctets, ce qui était 4, peut-être pas, mais enfin au moins 2, ça 2 c'est certain bien sûr, mais peut-être 4, peut-être 4. Donc 4 gigaoctets pour l'époque, en tout cas c'est immense. Et là comme vous le voyez, nous sommes arrivés à hors standard, ce qui veut dire en fin de compte que ça boot sur une résolution qui n'est pas disponible pour l'instant, mais normalement ça devrait revenir au bout d'un moment, on devrait avoir le BIOS de la carte RAID, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est revenu, donc non, on n'est même pas encore sur le BIOS de la carte RAID, enfin, peut-être un petit peu, mais non. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Mais donc, vous voyez un petit peu le truc, le PC démarre et est encore utilisable. Alors, le problème, en fait, avec ce genre de machine, c'est qu'il n'y a pas de port AGP. Alors, le port AGP, si vous savez pas ce que c'est le port carte graphique de l'époque. Donc on est obligé d'utiliser une carte graphique en port PCI et ça limite énormément ces vieux serveurs. De nos jours, c'est pas si problématique parce que le PCI Express est globalisé à toutes les machines, mais à cette époque-là, réutiliser un serveur en PC de jeu par exemple, ou en PC de bureau même classique, n'était pas franchement facile parce que il fallait une carte graphique PCI, encore une fois, et les cartes graphiques PCI sont relativement mauvaises. Donc voilà, c'est la limitation du truc. Donc ce genre de machine ne peut être utilisé pratiquement que en tant que serveur, ce qui est assez dommage. Mais si on prend par contre des machines actuelles, des serveurs actuels que vous récupérez, genre par exemple un Xeon de l'époque des premiers Core i7, ou actuels, bien sûr, totalement récents actuellement, mais ça servirait à rien parce que ce serait très cher, eh bien, voilà, vous pouvez toujours vous amuser à utiliser ça, quoi, comme PC standard, sans aucun problème. Ça met un peu plus de temps à démarrer parce que le BIOS fait beaucoup de vérifications, là où les cartes mères actuelles pour PC normaux ont tendance à booter à la va comme je te pousse en se disant bon, s'il y a des erreurs RAM, on s'en fiche, c'est l'utilisateur qui le remarquera. Mais là, ces machines-là font plein de vérifications, vérification de disque dur, vérification des différents composants, la détection du RAID, ce genre de trucs, enfin, plein de trucs qui ralentissent le boot, et certains de ces ordinateurs peuvent mettre 2 minutes à
démarrer avant même que le système d'exploitation arrive, quoi. Donc ça peut être un peu pénalisant, quoi, et avoir un SSD d'ailleurs serait un petit peu ridicule sur ce genre de machine, étant donné que le boot est déjà tellement long. Enfin, ça peut être utile, mais pas pour le boot, en tout cas. Donc, bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à rajouter là-dessus. Vous voyez un écran flou depuis quelques temps, c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même un dernier petit truc, ça sera peut-être un petit peu intéressant de vous montrer ça. Voilà, dernier petit truc bonus, vous pouvez voir que sur la carte RAID, il y a des petites LED qui vous indiquent, en fin de compte, si elle marche bien, dans quel mode elle est, etc., ce genre de choses. C'est très très simple, hein, il suffit juste de regarder un peu la notice, des fois c'est même marqué sur le PCB, c'est-à-dire c'est marqué sur la carte elle-même, à quoi ça correspond. Mais en gros, ça peut vous permettre, sans avoir même à brancher d'écran, à savoir si, tout simplement, vous êtes dans une configuration non bootable ou des choses de genre. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça, tout simplement. Bon ben voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!